L'extrême droite n'est pas née dans un studio télé, ni dans un meeting sous lumière bleue, ni dans un sondage de second tour. Elle n'est pas née avec Jean-Marie, ni Marine, ni avec Jordan. Non, elle est bien plus ancienne. Elle remonte à un temps où la République elle-même n'était qu'un projet subversif, écrit à la plume, entouré de torches, de cris et de têtes à bout de pique. L'extrême droite en France naît précisément quand la République naît, comme son ombre, comme un refus viscéral de l'égalité, comme une nostalgie maladive d'un ordre ancien qu'on idéalise, même s'il sent la moisissure et la monarchie absolue. Et c'est cette histoire-là qu'on ne vous raconte jamais, parce qu'elle dérange, parce qu'elle oblige à regarder nos fondations autrement, et surtout parce qu'elle montre que tout ce qu'on vit aujourd'hui a déjà été joué. Imaginez, nous sommes en 1793. Louis XVI vient de perdre la tête, littéralement, sous les applaudissements d'une foule républicaine en furie. Mais dans l'ombre, certains ne crient pas. Ils pleurent, ou plutôt, ils enragent. Pour eux, ce n'est pas une victoire du peuple, c'est une abomination. Une déchéance, une inversion cosmique où les gueux dictent la loi, où les prêtres se taisent et où le monde marche sur la tête. Ces gens-là vont constituer la première matrice de ce qu'on appellera plus tard l'extrême droite. Ils ne sont pas encore organisés, mais leur esprit est là. Haine de changement, peur du désordre, culte de l'autorité naturelle. Et surtout, croyance absolue que le peuple, s'il n'est pas encadré, est dangereux. Pendant tout le 19e siècle, à chaque fois que la République avance, ils veulent la freiner. À chaque fois qu'un droit se gagne, ils voient un effondrement. Ils se disent pas encore wokisme ou ensauvagement, mais le réflexe est là. C'est toujours la faute du progrès. Le retour d'un ordre autoritaire se fait en 1804 avec Napoléon. Il se proclame empereur, pas roi, mais presque. Et curieusement, une partie de ses réactionnaires s'en réjouit. Parce qu'au fond, ils ne veulent pas forcément un roi. Ils veulent un homme fort, une autorité verticale, un père pour la nation. Un peu de liberté d'expression? Pourquoi pas, mais pas trop. Pas sur les sujets importants. Et surtout, pas si ça trouble l'ordre établi. Napoléon tombe, la monarchie revient, puis retombe, puis revient encore. La France devient le pays du va-et-vient idéologique. Mais à chaque fois, l'obsession reste la même, contenir le peuple. Et dès qu'une révolution éclate, 1830, 1848, 1871, les mêmes discours ressortent. C'est le chaos, il faut remettre de l'ordre. Les rouges veulent tout brûler. Mais en coulisses, un autre poison s'infiltre, un poison plus moderne, plus ciblé. 1894. Un capitaine juif, Alfred Dreyfus, est accusé de trahison. Un procès bâclé, des preuves falsifiées, un coupable idéal, et surtout une opportunité politique. Car ce procès devient un révélateur. La République a ses ennemis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Des journaux crient à la trahison des élites juives. Des militaires conspirent dans l'ombre. Des foules réclament la mort de Dreyfus avec une ferveur religieuse. Et c'est là qu'un homme entre en scène, Édouard Drummond. Drummond, c'est l'influenceur de l'époque. Il ne fait pas de vidéos, il vend des journaux, des milliers, des centaines de milliers. Son best-seller, La France juive, est un condensé de haine, d'obsession raciale, de fantasmes complotistes. Et il cartonne, parce qu'il offre quelque chose de précieux, un ennemi intérieur. Pas besoin de regarder vers Berlin ou Londres, le danger, selon lui, est déjà là, dans les banques, les universités, les rédactions. Juifs, cosmopolites, traîtres. Le mot woke n'existe pas encore, mais on y est presque. Autour de Drummond se cristallise une nébuleuse de groupuscules, de clubs, de ligues comme on les appelait. Ce sont les ancêtres des mouvements identitaires d'aujourd'hui, des milices intellectuelles qui prétendent défendre la vraie France contre la République corrompue. Eux ne veulent pas seulement débattre, ils veulent agir. Perturber des réunions politiques, intimider, violenter, créer une atmosphère de peur. Et surtout, ils veulent construire un récit, un mythe. Celui d'une France éternelle, blanche, catholique, patriarcale, où chacun sait sa place. Une France menacée par les envahisseurs, juifs, étrangers, francs-maçons, tous vus comme des virus qu'il faut éliminer. Là encore, ce que vous entendez aujourd'hui dans certains discours, ce n'est pas nouveau, c'est du recyclage historique, et plus on creuse, plus les racines remontent loin. Parce que, dans la première moitié du XXe siècle, ces idées vont sortir de l'ombre. Elles vont s'organiser, se structurer, entrer dans les salons, dans les églises, dans l'armée, et un jour, elles vont prendre le pouvoir. Mais pas dans un coup d'État, non, par la loi, par la légitimité et par le consentement. Nous sommes en 1905. La République fête la séparation de l'Église et de l'État. C'est le triomphe laïque, la promesse d'un monde où la foi ne dicte plus la loi. Mais dans une petite maison d'édition parisienne,
un homme trempe sa plume dans le vitriol. Il s'appelle Charles Maurras. Et pour lui, la République est un cancer. Il n'est pas n'importe qui. C'est un écrivain brillant, structuré, vénéré par certains académiciens, mais ses idées, une machine à remonter le temps. Il rêve d'une France dirigée par un roi, une église toute puissante, une armée obéissante et un peuple docile. Son mouvement, l'Action française, devient le QG idéologique de la contre-république. Ce n'est plus la haine brute des rues, c'est la haine rédigée en alexandrin. Et surtout, il donne une colonne vertébrale au nationalisme français. Il classe les bons Français et les mauvais Français. Les premiers, catholiques, blancs, enracinés, obéissants. Les seconds, juifs, libres penseurs, journalistes, étrangers, francs-maçons. À force de le lire, de le citer, de le répéter, une partie de la droite parlementaire commence à flirter dangereusement avec ses idées. Parce que Maurras, lui, ne dit pas « vive la dictature », il dit « la République produit le désordre, donc seul un régime d'ordre peut sauver la France ». Ça, c'est la phrase pivot, celle qu'on va entendre sous mille formes jusqu'à aujourd'hui. En 1918, la France sort de la guerre mondiale exempte, traumatisée, des millions de morts, des familles brisées, une société sonnée. Et dans ce chaos, la République vacille. Les anciens combattants sont en colère. Les ouvriers réclament plus, les élites sont sourdes et les nationalistes flairent le moment. L'Action française, les ligues, les anciens militaires, tout se réorganise. Ils attaquent les meetings de gauche, cassent des vitrines juives, infiltrent les journaux, polluent le débat public. En 1934, c'est le drame. Une manifestation anti-parlementaire dégénère à Paris. La foule veut entrer dans la Chambre des députés. On tire, on tue, on frôle le coup d'État fasciste. Oui, 6 février 1934, on a failli basculer. Mais l'histoire a retenu une autre date, car la vraie prise du pouvoir, elle arrive en 1940. En été 1940, l'armée française est balayée en 6 semaines. La République s'effondre sans combattre. Et qui arrive pour mettre l'ordre ? Le maréchal Pétain, acclamé comme un sauveur. Mais ce n'est pas juste un gouvernement de repli, c'est une refondation idéologique. La devise change. Fini liberté, égalité, fraternité. Place à travail, famille, patrie. L'école apprend l'obéissance. La femme rentre à la maison. Les syndicats sont interdits. Les juifs exclus de la fonction publique. Et tout cela sans qu'Hitler ne le demande. C'est important ça. Ce n'est pas la Gestapo qui l'impose, ce sont les Français, souvent issus des élites, souvent conservateurs, parfois même respectables, qui appliquent ces politiques avec zèle. L'extrême droite ne se cache plus, elle est à la radio, dans les ministères, dans les commissariats, elle a ses préfets, ses magistrats, ses milices, et elle collabore de son plein gré. On connaît la chanson, Vichy collabore avec l'Allemagne nazie, mais ce qu'on oublie souvent, c'est la profondeur du zèle. Des milliers de juifs sont raflés par la police française. Des résistants sont dénoncés par des notables locaux. Des enfants sont arrêtés par des instituteurs obéissants. Et les discours officiels parlent de révolution nationale. Pas de honte, pas de contrainte, une fierté de remettre la France en ordre. C'est là que l'extrême droite française touche son sommet historique de puissance. Mais cet apogée est aussi le début de sa chute. Car en 1944, la libération arrive. Et soudain, tous les héros de Vichy se découvrent amnésiques. Tout le monde était résistant de la dernière heure. Et l'extrême droite fait le mort. En 1945, la République revient. Vichy est officiellement déclaré nul et non avenu. Mais en réalité, c'est plus compliqué. De nombreux hauts fonctionnaires restent en poste. Certains ministres se recyclent. Des policiers passent d'un régime à l'autre sans sourciller. Et surtout, l'extrême droite ne meurt pas. Elle change juste d'adresse. Elle se réorganise dans ses réseaux. Elle publie, elle conspire, elle tisse des liens avec des services secrets, avec l'armée, avec certaines franges de l'Église. Et elle attend un nouveau combat. Et il va arriver, en 1954, dans le sable chaud d'un pays qu'on appelle encore l'Algérie française. La France, encore pleine de sa grandeur coloniale, découvre que ses départements d'Algérie n'en veulent plus. Le FLN prend les armes, la guerre commence. Mais attention, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre qui n'ose pas dire son nom. Une guerre coloniale déguisée en maintien de l'ordre. Et pour beaucoup de Français, notamment dans l'armée, chez les pieds noirs et dans certaines élites, l'idée même de perdre l'Algérie est impensable. Ce n'est pas une province, c'est une partie d'eux-mêmes. C'est leur civilisation, leur mission, leur honneur. Et dans ce cocktail explosif, l'extrême droite ressurgit. Pas à la télé, pas dans les urnes, dans les casernes, dans les bars d'Alger, dans des cellules clandestines. En 1961, la guerre dure depuis 7 ans. Le général de Gaulle a compris que l'Algérie c'est fini.
Mais pour certains, c'est une trahison. Et ils prennent les armes contre leur propre pays. L'OAS, Organisation Armée Secrète, un nom propre, des méthodes sales, il pose des bombes dans les cinémas, assassine des préfets, menace les politiques, c'est du terrorisme pur, mais avec un drapeau français. Et parmi leurs soutiens, des officiers, des curés, des députés, et un certain Jean-Marie Le Pen. Oui, déjà, jeune parachutiste en Algérie, formé aux techniques de pacification, comprendre torture, Le Pen devient député à 27 ans. Un jeune talent de l'extrême droite, brutal, grande gueule, habité par une idée simple, on aurait dû garder l'Algérie à n'importe quel prix. Après les accords d'Évian, en 1962, c'est le grand exil. 1 million de pieds noirs rentrent en France, souvent mal accueillis, parfois humiliés, un ressentiment profond s'installe. Et cette douleur, l'extrême droite va l'exploiter comme un carburant. Elle parle de trahison, elle accuse la République d'avoir abandonné les enfants. Sauf que cette fois, elle ne peut plus rêver d'un retour au pouvoir par la force, elle a perdu. Alors elle change de stratégie. Elle investit la culture, les journaux, les réseaux étudiants, les revues militaires. Elle commence à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du métapolitique. Elle prépare le terrain en silence, en profondeur. Les années 60 sont souvent vues comme celles du progrès. Mai 68, les droits des femmes, la libération sexuelle, mais dans l'ombre, c'est le terreau idéal pour une contre-offensive conservatrice. Les anciens de l'OAS, les nostalgiques de Vichy, les militants catholiques traditionnalistes se rassemblent dans des groupes comme Occident ou Ordre Nouveau. C'est violent, radical, parfois clandestin, mais une idée monte. Il faut exister politiquement. L'un des leaders d'Ordre Nouveau dira un jour « La gauche a ses intellectuels, nous devons avoir nos activistes ». Et de fait, ils forment des militants, ils infiltrent les syndicats étudiants, ils affrontent les gauchistes dans les rues. Et surtout, ils cherchent un visage, un homme, charismatique, provocateur, sans filtre. Tu le vois venir? Lui aussi. Un groupuscule d'extrême droite décide de fonder un parti politique pour rassembler toutes les branches de la famille. Royalistes, anciens collabos, catho-tradis, nationalistes intégraux, ils cherchent une tête d'affiche. Ils hésitent, puis ils se disent « Et si on prenait ce type-là, celui qui parle fort, qui a fait l'Algérie, qui dit tout haut ce que tout le monde n'ose plus dire ?» Jean-Marie Le Pen accepte. Il devient le président du Front National. Au début, l'EFN est une blague politique. 1% aux élections, une image sulfureuse. On le tolère dans les talk shows comme une curiosité provoque. Mais petit à petit, il apprend. Il affine son discours. Il comprend que pour percer, il faut choquer puis banaliser. Répéter encore et encore les mêmes slogans, dénoncer les immigrés, les assistés, les syndicats, l'Europe, et un jour, ça prend. C'est une municipale, une petite élection locale, mais la droite républicaine locale accepte de fusionner avec la liste du FN. Et là, tout change. Le FN passe de la marginalité à la respectabilité. Pas encore à Paris, mais en région, dans les villes, dans les esprits. Et dans les rédactions, on commence à l'inviter. Sur les plateaux, Le Pen devient le bouffon utile, celui qui fait de l'audience, qui excite les débats, qui crispe la gauche. Mais derrière le vernis, l'idéologie ne bouge pas. Elle reste celle de Maurras, de Vichy, de l'OAS. Habillée en cravate, mais toujours aussi noire. Nous sommes le 21 avril 2002. 20h. La France retient son souffle. Et là, sur tous les écrans, le même choc. Jean-Marie Le Pen est au second tour. Pas pour une municipale, pas pour un débat télé, mais pour la présidentielle. Le pied est sonné. Dans les rues, on manifeste, les éditos s'emballent, on sort les grandes formules. Plus jamais ça, la République en danger, le barrage républicain, mais au fond, il est déjà trop tard. Ce qui se joue ce soir-là, ce n'est pas une percée, c'est le résultat de 30 ans de banalisation. 30 ans où on a ri du FN, où on l'a invité pour équilibrer le débat, où on l'a pointé du doigt sans jamais lui couper les jambes. Et dans le secret des urnes, un électeur sur 5 a décidé que c'était lui le moindre mal. Jean-Marie est au sommet, mais il est aussi son pire ennemi. Ses provocations, ses dérapages assumés, son goût pour la formule ignoble, chambre à gaz, détail de l'histoire, vous vous souvenez? Marine, sa fille, observe tout cela avec un mélange de loyauté et de gêne. Elle comprend que si le FN veut survivre, il doit changer. Alors elle entame un processus lent, stratégique, chirurgical, la dédiabolisation. Ça commence par des mots. On parle moins de race, plus de culture. Moins de préférence nationale, plus de priorité française. On remplace les croix celtiques par des chats. Le pins OAS par des PowerPoint économiques. Et surtout, on évince le père.
Officiellement, pour les propos antisémites, officieusement parce qu'il est devenu un boulet médiatique. En 2011, Marine Le Pen devient présidente du FN. Elle veut plus qu'un parti, elle veut un label. Imaginez, une agence de com chargée de vendre du néofascisme light. Ce serait risible, sauf que ça marche. Marine adoucit l'image, change de ton, va dans les émissions, sourit, et elle est contre le système, mais habillée comme une DRH. Elle parle d'immigration, mais cite la laïcité. Elle rejette l'islamisme, mais s'indigne pour les femmes iraniennes. Et les médias mordent à l'hameçon. Parce que Marine, ce n'est plus une caricature, c'est un produit politique calibré. Et ça paye. En 2017, elle est au second tour. En 2022, elle y retourne, et cette fois, elle fait 41,5%. Pas de soulèvement, pas de sursaut, juste une forme d'habitude. Zemmour, c'est un autre genre. C'est pas une héritière, c'est un pamphlétaire, un provocateur, un idéologue. Il commence dans les journaux, puis dans les livres, puis sur CNews. Et il dit des choses que même Le Pen n'ose plus dire. Rémigration, guerre de civilisation, réhabilitation de Pétain, avec des citations de Bossuet, de Tocqueville, de Renaud Camus. Et donc, ça passe. Parce qu'il ne crie pas, il explique. Il ne frappe pas, il convainc. Et il fait ce que l'extrême droite avait toujours rêvé de faire, ramasser les classes bourgeoises dans le giron nationaliste. Zemmour, c'est le nationalisme à col blanc. Celui qui s'invite dans les écoles de commerce, les cercles d'influence, des dîners parisiens, et surtout, il attire les jeunes. Pendant que Zemmour cite Barès, Jordan Bardella filme des TikTok. Il a 26 ans, la mèche soignée, le regard sûr de lui, et il répète les mêmes messages que Le Pen père, avec une voix douce et un ring light. Bardella, c'est le produit final. Le FN devenu RN. Le RN devenu opposant sérieux, et tout ça devenu contenu viral. Il ne débat pas, il récite. Il ne pense pas, il rassure. Il offre aux jeunes un slogan simple, vous êtes chez vous. Et ça marche. En 2024, le RN devient le premier parti de France. Sans hurler, sans crier, en souriant. Ce qu'il y a de plus troublant avec cette nouvelle extrême droite, c'est qu'elle n'a même plus besoin de gagner la guerre des idées, elle occupe déjà le terrain. Elle dicte les thèmes, elle impose le vocabulaire, elle transforme la peur en programme politique, et le pire, c'est qu'une partie de la droite classique s'aligne, une partie de la gauche abandonne, et une grande partie du peuple s'habitue. Marine Le Pen, Zemmour, Bardella ne sont pas des ovnis, ils sont les héritiers d'un siècle d'histoire. Ils ont changé les costumes, épuré les discours, ajusté les lumières, mais au fond, ils vendent toujours la même chose, une société figée, une hiérarchie raciale ou culturelle, une république sous surveillance. Ce n'est pas un accident d'histoire, c'est le produit d'un glissement lent, méthodique, organisé. Et maintenant qu'on y est, la vraie question, ce n'est pas comment a-t-on pu en arriver là, mais plutôt qui va oser leur faire face, sérieusement et durablement. Alors maintenant, on fait le point. 2 siècles d'histoire et toujours la même mécanique. À chaque époque, l'extrême droite trouve une faille dans le système. La chute du roi, la peur du juif traître, le désordre des années 30, la débâcle de 1940, la perte de l'Algérie, les crises économiques, les banlieues, les attentats, les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin d'inventer ses idées, elle recycle les traumatismes. Elle ne propose pas un avenir, elle promet un retour. Retour à l'ordre, à l'identité, à une France qui n'a jamais existé, mais qu'on fantasme parce qu'on ne sait plus où on va. Et à chaque fois, ça prend. Pas sur tout le monde, mais sur assez pour influencer les débats, faire peur au gouvernement, séduire les déçus. Parce que l'extrême droite, ce n'est pas un bloc, c'est une ambiance. Une musique de fond qui s'infiltre dans des mots, dans les lois, dans les regards. Vous vous souvenez de tous ces mots ? Grand remplacement, immigration incontrôlée, identité nationale, culture du déclin, rémigration, francité. On les entend tous les jours, sur les plateaux de télé, dans les assemblées, dans les cafés, et souvent dans la bouche des gens qui ne votent même pas RN, parce que le discours a gagné avant le vote. Il a glissé, insidieusement, à force de répétition, à force d'indignation choisie, à force de polémiques organisées. On ne dit plus extrême droite, on dit droite décomplexée. On ne dit plus racisme, on dit questionnement identitaire. On ne dit plus haine, on dit colère légitime. Et pendant qu'on débat sur les mots, les idées s'installent. Souvent on se rassure, la République est forte, les institutions nous protègent, le Conseil constitutionnel veillera. Mais soyons sérieux, la République française, elle a déjà cédé, plusieurs fois. En 1940, en 1958, en 2002 et en 2022. Et si elle tient, ce n'est pas grâce à sa solidité, c'est parce que les gens y croient encore. Mais qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus personne qui y croit ? Quand les électeurs votent contre ?
que les députés l'affaiblissent de l'intérieur, quand les ministres eux-mêmes reprennent les éléments de langage de l'extrême droite pour ne pas perdre un point dans les sondages. La République devient alors un théâtre. On joue les rôles. On fait semblant d'être garant d'un truc qui n'existe plus. Une démocratie peut-elle voter sans fin ? C'est ça la vraie question. Et l'histoire nous donne la réponse, oui. Oui, une démocratie peut s'autodétruire. Elle peut voter pour un pouvoir autoritaire. Elle peut voter pour la peur, l'obsession identitaire, le rejet de l'autre. Elle peut même voter le vide. Et l'extrême droite le sait très bien. Et elle ne s'impose pas par la force. Elle avance en silence, par les urnes, avec un drapeau bleu-blanc-rouge en parlant de protection, de fierté, de droit de rester entre soi. Le piège, c'est qu'elle utilise les outils de la République pour en finir avec elle. Elle se présente aux élections, elle respecte la procédure, elle jure sur la Constitution, mais elle rêve d'un autre monde. Un monde où la presse est rééduquée, où les juges sont recadrés, où les étrangers sont traités et où les opposants sont réévalués. Et maintenant, alors on fait quoi ? On panique ? On crie fascisme à chaque micro-trottoir ? On scande des slogans dans le vide ? Non, parce que l'extrême droite se nourrit aussi de ça, du vide, du manque de réponse, du manque de vision, du manque de courage. La seule manière de le combattre, ce n'est pas de l'ignorer. Ce n'est pas non plus la peine de débattre avec elle comme si c'était un point de vue parmi d'autres, c'est de la démasquer, de rappeler d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose réellement, et surtout de redonner encore à croire à autre chose. Parce que quand on aura une alternative claire, forte, désirable, structurée, elle aura toujours un boulevard. L'extrême droite française ne surgit jamais du néant. Elle attend, elle observe, elle recycle. Elle joue avec l'histoire comme un illusionniste. Et si aujourd'hui elle paraît nouvelle, moderne, présentable, c'est parce qu'on a oublié, ou voulu oublier, ce qu'elle a été. Mais l'histoire, elle, n'oublie pas. Elle laisse des traces. Et parfois, elle revient. Pas sous la forme d'un tank, sous la forme d'un bulletin. À nous de savoir si on veut revivre le passé ou l'écrire autrement.